Salut mon beau Raph! Comment ça va, mon beau Luc? Hey, c'est vrai. Merci de me dire que je suis beau. C'est pas que j'ai introduit ça, mais je suis content, là. Ça fait mon dimanche matin. Ça me rend vraiment heureux. Il paraît que c'est bon pour la confiance aussi. Oh, mais c'est important quand même, une fois de temps en temps, de se le dire, là. Ça fait la différence. Mais ça va certain parce que aujourd'hui, on a un super invité, un gars que j'ai pêché avec qui est tripant. Puis on va parler d'une espèce qui est tripante, qu'on a trippé ensemble. Euh, on parle de carpe. Ouais, C'est hot. c'est l'espèce, je pense, que je rêvais de prendre depuis des années. Puis l'année passée, ça a été une grosse année pour moi quand même, parce que j'ai réussi à prendre mes premières carpes. Puis c'est un peu grâce à l'invité qu'on a aujourd'hui. Donc, ça va être intéressant. Salut Thomas! Salut. Comment ça va? Ah oui, toi? Très bien, en forme. Yes, on a Thomas Guyard. Thomas Guyard qui est tout, dans le fond, qui est de pêcheur jusqu'à guide, jusqu'à tripper, jusqu'à instructeur. Je pense que la majorité des gens doivent te connaître à cause de ton travail chez l'Ami du Moucheur aussi. Oui, bah oui, c'est sûr que tu sais, regarde, il y a beaucoup de clients qui me replacent quand ils me croisent des fois sur le bord de l'eau à cause de la boutique, là. Donc, ouais, c'est sûr qu'on est amené à croiser beaucoup de monde à l'ami du moucheur, là. Ah oui, c'est sûr. Puis, Thomas, on était allés ensemble pêcher dans les Everglades 2 semaines. Ouais, Je me souviens, là, avant de partir, je m'étais dit que cette fois-ci, au lieu, à chaque fois que je vais à la pêche, normalement, je me renseigne comme un malade, là. Tu sais, je trouve des livres, des vidéos, j'essaie de m'améliorer. Puis cette fois-là, je m'étais dit, OK, je vais juste me laisser aller. Puis dans notre groupe, il y avait Vincent Lauzon qui était là. Vincent m'avait dit, c'est facile, tu vas voir, prépare-toi pas, on a juste à faire ce que Thomas il dit. Fait que c'est ça, ça a été ça ma stratégie. Puis l'an passé, quand on est allé pêcher la carpe, moi puis Raph avec toi, le Raph, il me disait tout le temps, mettons, il dit c'est dur, là, j'ai essayé, c'est vraiment pas facile à prendre. Moi, dans ma tête, j'étais comme, ah non, on y va avec Thomas. C'est quoi dur, ça va être... On va faire du poisson, c'est sûr, là, voyons. Fait que, un poisson que j'avais vraiment sous-estimé, là. Je sais pas, t'as commencé à pêcher à la carpe, pourquoi? bah, je te dirais, je suis tombé sur des vidéos. Moi, tu sais, j'ai commencé à pêcher à la mouche. C'est quand même pas si loin que ça fait à peu près 10 ans. Puis l'hiver, je le trouve long. Donc, je passe mes hivers, je veux dire, à regarder des vidéos de pêche. Puis, tu vois, je suis tombé sur une vidéo de carpe à la mouche. Puis, tu sais, c'est une espèce que, mettons, au Québec, on voit quand même assez souvent en pêchant d'autres espèces. Donc, je m'étais dit, bah, crime, ça a l'air d'être le fun. C'est des poissons qui sont vraiment puissants aussi. Donc, ça se prend à la mouche. On va l'essayer. Les débuts, ça a été dur, honnêtement. Tu sais, t'en prends deux, trois, mais tu sais, tu travailles vraiment fort pour arriver à trouver ce qui marche. Donc je me souviens, j'avais pris mes premières, je les avais pris sur le Richelieu, me semble. Puis bah, tu sais, après, au fil des années, tu commences à trouver tes petits trucs, puis tes résultats sont de mieux en mieux, là. Mais c'est vraiment un petit peu par hasard au début que je me suis mis là-dessus, là. Bon, ça a bien fait, en tout cas, t'as bien réussi. Le hasard a bien fait les choses, puis c'est trippant, là. Je pensais pas que Ouais. ça tirait de même une carte. J'avais pas cette Bah, tu sais, impression-là, moi. c'est vraiment très puissant, très endurant. Puis non, tu sais, comme tu disais, c'est vraiment un poisson qui est sous-estimé, mais qui est de plus en plus recherché là, par les pêcheurs. Surtout aux États-Unis, là, il y a beaucoup de gars qui pêchent maintenant quasiment plus que la carpe. Ouais, puis je vois aussi des vidéos, je pense qu'en Europe, c'est populaire aussi. Ouais, Euh, quand même pas mal, ouais. puis parlant d'Europe, là, j'entends ton accent. Es-tu né là-bas? Oui, je suis un acide français, comme certains diraient. Mais, oui, exact. Tu vois, moi, je suis des Alpes. Je suis limite pas bien loin de l'Italie puis de la Suisse, dans les montagnes. Donc, un petit paradis pour la pêche à la mouche. Mais tu vois, étrangement, je pêchais pas à la mouche non plus là-bas. Tu J'ai pêchais, commencé ça ici. tu pêchais au lancer? Ouais, je pêchais juste au lancer, lancer léger, lancer lourd. Puis c'était quoi qu'il y avait là-bas, de la truite? On a un peu de tout. On a vraiment truite, carnassier en général, beaucoup de beaux plans d'eau pour la carpe aussi, tu sais, à la ligne traditionnelle, à la ligne morte, là. Du silure, on a la mer qui est pas trop loin non plus. On a une belle diversité aussi quand même en France, mais la pêche est loin d'être ce qu'elle est au Québec, là. Les silures, c'est quoi? C'est les poissons chats de 15 pieds de long, là? Ouais, Que ouais, tu prends T'en avec as-tu ton déjà bras? pris? ouais, j'en ai déjà pris quelques-uns, ouais. Que tu peux Oh, faire du noodling avec? Non, pas du noodling, ouais, non, ça Non? t'oublie ça. Hey, c'est hot, ça. À chaque fois que je vois des vidéos de ça, je me dis, ils ont l'air de se faire péter la gueule, pas pire, par ce poisson-là. Ah, Euh, c'est gros puis c'est puissant quand même.
c'est le fun. Donc, tu es parti des Alpes pour pêcher la carpe à Trois-Rivières. Il s'est À passé quoi? Trois-Rivières. Ouais. Non, bah, en fait, ce qui m'a amené vraiment au Québec, moi j'ai fait mes études en pisciculture, donc tout ce qui est élevage de poissons, coquillages, puis tout ça. Donc ma formation m'a amené à faire un stage au Québec, puis c'est ça qui m'a amené en fait ici. On a pêché beaucoup, beaucoup pendant mon stage aussi, pendant dès qu'on avait des journées de congé, on en profitait. T'as fait ton Et, stage où, Thomas? de, T'as fait ton stage où? je l'ai fait à Saint-Alexis-des-Monts, OK. là où ils font le festival de la truite mouchetée. OK. Ouais. Donc c'est un petit village perdu au nord de Louisville. Puis donc c'est ça en fait, après mes études, le boss qui avait là-bas voulait m'embaucher. Donc j'ai travaillé 4 ans là-bas, puis j'ai découvert en fait l'ami du moucheur assez vite en travaillant. Quand je travaillais là-bas, j'ai découvert l'ami du moucheur. Puis vu que j'étais tout le temps rendu à la boutique comme client, ils ont fini par me proposer une job. Et puis c'est comme ça après que j'ai décidé de quitter un peu la pisciculture pour partir dans le fly shop. Puis là, t'es rendu Complète. depuis combien d'années tu travailles à l'Ami du Moucheur? 6 ans et demi. OK, quand même. Quand même, hein? Puis, tu sais, Thomas qui a été aussi. Je pense que tu as vraiment. Personnellement, tu as suivi comme toute mon évolution. Là, je me souviens, j'étais à Gaspésie, puis je t'appelais, puis tu fais comme, hey, tu sais, l'affaire vert qui brille, là, mets-moi en deux. Puis, Ouais. tu sais, hey, dans ma tête, je commençais à faire des mouches, puis, tu sais, moi, des affaires verts qui brillent, il devait en avoir rien qu'un, là, tu sais. Hey, Ben non, c'est finalement. sûr. Mais ça doit arriver, je dois pas être le seul qui appelle pour essayer Ah non, d'avoir. t'as même pas idée. Les clients, des fois, des questions. Mais tu sais, regarde, c'est normal, il faut commencer. Puis tu sais, tu peux pas tout connaître en commençant, il y a bien trop de stock là. Mais non, tu sais, je m'en fais souvent poser des questions comme les tiennes. Là. Hey, tu sais, la petite mouche rouge là. Ouais, t'as-tu plus d'infos que ça? Mais, non, c'est correct, c'est bien correct. Regarde, on est là pour ça. Non, mais c'est parfait ça. Puis pour avoir pêché avec toi, tu sais, j'ai dit tantôt, mais t'es vraiment un bon lanceur. Puis quelqu'un, ça paraît, là. T'as étudié des poissons, tu pêches tout le temps, tu travailles dans un fly shop, tu regardes aller sur un plan d'eau, puis l'expérience est là, puis ça paraît vite. Puis aussi, on suit tes mouches, réseaux sociaux, puis tout. Autant tes mouches que ce soit toutes les espèces. Là, je vois, c'est beaucoup de sud, beaucoup de Ouais. carpes. Mettons que ça doit être assez avantageux de t'avoir comme employé dans un fly shop Ouais, t'es avec complet. toutes les affaires. Ouais, très Ben complet. ouais, en fait la seule chose que je pêche pas beaucoup honnêtement, puis que j'ai beaucoup moins de connaissances, c'est les salmonidés. Tout ce qui est truite, tu sais, pêche de la truite c'est quelque chose, c'est un autre monde, c'est très 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 technique aussi, puis ça c'est quelque chose que je connais très peu. Tu sais, j'ai peu mettons on va dire de vraie expérience personnelle. Tu sais, après c'est sûr que c'est en écoutant les clients, bah, tu sais, t'absorbes beaucoup d'informations, puis tu sais, je reste très, très intéressé par ces espèces-là. C'est juste, j'ai pas le temps de tout faire. Hein. À un moment donné, il faut que tu te concentres aussi sur. Choisis tes Évidemment. combats. Je vais te rediriger vers la carpe. On était avec toi parce que t'es guide. Ça fait-tu longtemps que t'es guide? Bah, en fait, tu sais, je guide quand même très peu, parce que c'est en plus de ma job à l'Ami du Moucheur. Ça fait quoi, 3 ou 4 ans que je fais quelques années de guidage par année. Quelques années par Donc, année, ouais, ça va être bon ça. Puis, non, mais ouais, excuse-moi, quelques journées par année, ouais. ah ouais, c'est bon ça. Puis, ben, quand on a été, on s'est rendu compte aussi que pour guider, la carpe, c'était beaucoup de pêche à vue. C'est Donc, uniquement de la pêche à vue. Ouais. donc c'est sûr qu'il faut que tu travailles pas, puis faut pas qu'il y ait 35 km/h d'avant. Là. Non, exactement. Bah, c'est ça un petit peu, tu vois, le fait aussi que ça me limite beaucoup dans le nombre de journées que je suis capable de faire par année, c'est que je veux pas amener des gars dans des conditions qui sont pas parfaites. Parce que la carpe, on y reviendra tantôt, j'imagine, là, mais c'est vraiment une pêche qui peut être très très difficile. Donc quand t'as pas les bonnes conditions puis que t'es pas habitué à ce style de pêche-là, tu sais, si j'amène quelqu'un qui a jamais pêché ça dans 35 km/h de vent, comme tu disais, il a quasiment aucune chance d'en piquer une. Donc Attends. je préfère choisir mes journées, puis bah, des fois c'est plate parce qu'on est obligé de reporter plusieurs fois la journée parce que le vent est trop fort, mais je préfère le faire de même. Ah, effectivement, on devrait retomber là-dessus un peu plus tard. La carpe, pour moi, de Sherbrooke, à Sherbrooke, la carpe, j'en vois pas tant que ça. Mais ça se trouve où, ça, au Québec, la carpe? Tu sais, c'est surtout le fleuve Saint-Laurent, puis toutes les grosses rivières avec quand même en eau chaude. Tu sais, ça reste un poisson, oui, que tu peux trouver un peu dans les courants, là, mais tu sais, ça prend des zones un peu plus profondes, courant calme, mettons. Là. Donc le fleuve, tu sais, la rivière des Outaouais, on a quand même aussi beaucoup. Puis après, bah, les rivières qui remontent
Fait qu'ils jettent dans le Saint-Laurent, t'en as un petit peu, mais c'est ça, il faut que ça soit quand même des milieux adaptés à ce poisson-là. Donc vraiment, le fleuve Saint-Laurent, c'est la mecque de la carpe, là. OK, puis quand tu dis milieu adapté, as-tu une petite description de... Ben, tu sais, généralement, on va trouver des zones un petit peu sableuses, vaseuses, mettons. C'est des zones d'eau chaude, en fait. C'est quand même un poisson d'eau chaude. Donc, il faut trouver comment dire, c'est vrai que c'est des herbiers, souvent, que tu vas trouver un petit peu. Des fois, on peut les trouver aussi dans des zones un peu plus rocailleuses. Mais c'est pas, mettons, un poisson que tu vas retrouver dans des zones, comment dire, c'est dur à expliquer un petit peu l'environnement que tu vas les trouver. Mais par exemple, des rivières, nous comme à côté ici, la Saint-Maurice, c'est étrange, mais tu vois, ça jette juste dans le fleuve. Puis dans la Saint-Maurice, il n'y en a quasiment pas. C'est pas assez de nourriture, pas d'herbier. C'est un fond quasiment de sable. Il y a très très peu de nourriture en fait dans le fond de cette rivière-là. Donc c'est pas des milieux que tu vas les retrouver. Puis même après, tu sais, c'est les poissons qui vont trouver toute leur bouffe dans le Saint-Laurent en fait en masse. Donc généralement ils vont rester dans ces zones-là plutôt que de remonter dans les petites rivières où des fois il y aura moins de nourriture. Puis je me souviens quand on a fait notre journée ensemble, Thomas, j'avais vraiment été surpris des habitats différents qu'on les pêchait dans une même journée. Ouais, Autant qu'on peut les pêcher, comme tu dis, dans les endroits où est-ce qu'il y a beaucoup de végétation, même que tu as de la misère à trouver une ouverture ou lancer, là, tellement que c'est sale, là. ouais, Puis après ça, tu nous faisais pêcher à la limite aussi sur des fonds rocailleux, là, qui me faisait vraiment penser à de la pêche dans le sud, là, vraiment au ouais. bonefish, là, vraiment à la vue, puis on pêchait sur des poissons, des carpes qui taillaient. Fait que c'était deux environnements complètement différents, mais il y avait de la carpe dans les deux, là. J'imagine qu'ils ne s'alimentent pas de la même chose non plus quand ils sont à un endroit ou l'autre, là. Non, exactement. C'est souvent dans les herbes, tu vas trouver plus des poissons qui vont fouiller un petit peu dans le fond ou se nourrir directement sur les herbiers. Donc elles vont manger beaucoup des fois, par exemple, tu sais, des petits insectes, des larves de libellules, beaucoup, des petits escargots, des affaires de même. Alors que dès que tu les retrouves sur les fonds rocailleux, ça va être beaucoup plus tu sais, du goby, de l'écrevisse, de la petite moule zébrée aussi. Tu sais, donc des proies des fois quand même un peu plus grosses. OK. Quand même, hein? Puis souvent, Des moules, c'est quand même, ouais, je savais pas. les petites moules zébrées, là, ça c'est quelque chose qui casse. Elles ont comme ce qu'on appelle des dents pharyngènes en fait. Là. Ça permet vraiment d'écraser la nourriture dans le fond de la gorge. Donc ça, c'est capable de broyer, tu sais, sans problème des écrevisses ou même des moules, des fois quand même assez grosses, ça leur fait pas peur du tout. Ça me fait encore penser à la pêche dans le sud, là. Les Ouais, bonefish, les permits sont équipés aussi pour ça, là. exactement, c'est le même principe. Ouais. OK, puis tu sais, quand on a pris, là, j'ai pas senti qu'il y ait des dents, tu as parlé au niveau de la gorge, donc c'est plus dans la C'est gorge du vraiment poisson. profond là, c'est vraiment au fond de C'est là la qu'il gorge. broie. Ouais, ouais, exactement. Ah ouais, c'est hot, hein, maudit, ça. C'est bon à Eh, savoir. tu regarderas, c'est un peu le même principe. Un achigan, il a comme quatre boules je pense qu'il en a quatre là. Il a comme quatre boules dans le fond de la gorge qui sont vraiment faites en fait pour le même principe, pour broyer comme des écrevisses ou tu sais même pour écraser un petit peu le poisson avant de finir de l'avaler là. Tu regarderas tous les poissons qui n'ont pas vraiment des dents généralement très prononcées comme un musky ou un brochet, souvent ils ont ça dans le fond de la gorge pour comme écraser un petit peu leur proie avant de les avaler. Là, c'est une Intéressant. connaissance que j'avais pas du tout, ça. Donc, ça mange là, puis c'est quand même, c'est un poisson qui demande une approche ou une technique qui est assez fine, là. On avait, Ouais, vraiment, vraiment. si Tu sais, je me rappelle, là, faut être discret. C'est un poisson qui est très méfiant, surtout quand tu les pêches en fait dans des zones pas profondes. On dirait qu'ils savent qu'ils sont vulnérables aux prédateurs tu sais, dans un pied et demi d'eau. Donc ils sont tout le temps sur le qui-vive, puis le moindre petit bruit, ça les alerte. Donc au niveau de ton approche, même au niveau de tes lancers, ouais, il faut être vraiment très discret. Qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui commence la carpe puis qui veut réussir ses approches? Prendre son temps pour approcher les poissons. Je pense que ça serait peut-être le meilleur conseil, là, ça serait vraiment de ne pas essayer de vouloir aller trop vite, ça serait de prendre le temps d'analyser un petit peu, de se calmer aussi, puisque des fois le problème c'est que tu vois un gros poisson comme ça, puis tu figes, tu es comme trop pressé de vouloir lancer. Le problème de la carpe, c'est qu'il faut que tu sois réactif, parce que des fois les occasions sont quand même pas très longues, mais il Mhm. faut pas se précipiter. C'est le juste milieu qui est comme des fois dur à trouver, là. Faut être capable de placer rapidement une mouche, mais sans faire des mauvais lancers, tu sais, sans faire trop de splash dans l'eau, tout ça. Donc c'est ça la difficulté un petit peu. T'ajustes tes vêtements aussi, en Oui, beaucoup. conséquence? Tu sais, Ouais. mettons, moi, le blanc, par exemple, t'oublies ça. C'est une couleur vraiment trop voyante, que ce soit avec
avec le fond des fois par exemple des arbres. Tu sais, c'est sûr que si tu es au milieu du fleuve, tu vas te confondre un petit peu plus avec les nuages, le ciel, mais le blanc, on pense que c'est vraiment une bonne couleur pour se camoufler avec le ciel, mais c'est quand même très contrastant pareil, puis toutes les couleurs fluo après, puis le noir aussi beaucoup. Donc, tu sais, dès qu'on prend des couleurs un peu pastel, là, du bleu, du vert, vert clair, tout ça, c'est parfait, là, du gris. OK. Puis pas de couleurs, en fait, même des chandails trop voyants, trop lustrés, là, c'est pas idéal. Ça a vraiment une très bonne vue, puis elle nous voit quand même d'assez loin. OK. Vraiment, parce que si je me souviens, là, tu sais, j'étais arrivé là assez confiant quand même, là, puis on avait pris chacun 2 cartes, mais on a dû Ouais, lancer sur 40-50 cartes chaque. Ouais. ouais, non, c'est ça. Ah, non, Déjà, quand ça peut être dur, là. moi, je m'attendais même pas à en voir de même. Puis là, finalement, Mm. Thomas, il nous amène pas, il amène pas ses clients n'importe où, là. Il y en a du poisson, là. C'est pas ça le problème, là. Puis, on se déplace là. Là, la première fois, j'essaie de lancer, puis c'était comme. C'est vraiment des. On est quand même proche, là. Tu sais, quand on disait souvent de pratiquer des lancers à courte distance, là, on a lancé plusieurs fois en dedans de 10 pieds. Ouais, ah ouais. C'était presque de déposer la mouche, puis c'était de la déposer. Pas, si tu la déposes 4 pouces à côté, ça marche pas, là. Non, bah ça va dépendre beaucoup aussi de l'environnement. Tu sais, c'est sûr que quand ils sont en train de fouiller dans de l'eau trop sale ou au milieu des herbiers, ta mouche, des fois, la verront pas. Quand on pêche plus, des fois, comme on parlait tout à l'heure, sur des fonds rocailleux, où là, elles vont vraiment plus chasser des proies comme les écrevisses ou les gobies, là, elles vont charger des fois vraiment plus ta mouche comme pourrait le faire un achigan. Donc là, des fois, elles vont vraiment se déplacer d'1 ou 2 pieds pour aller chercher ta mouche, mais tu sais, il faut que l'eau soit assez claire pour qu'elle la voie quand même assez bien aussi. Je me Parce qu'on souviens de pêche tout le temps dans le fond. je me souviens de la deuxième carpe que j'avais prise, puis tu m'avais donné un peu le truc. Elle était premièrement sur un fond de roche, là, puis elle s'alimentait. Ouais, Puis, tu sais, au lieu de viser directement la tête de la carpe, j'avais vraiment fait ce que tu m'avais dit plus tôt dans la journée, puis je l'ai dépassé de 2-3 pieds. Puis quand elle est arrivée, j'ai créé une interception. Puis là, j'ai fait passer la mouche devant sa tête. Puis là, je l'ai vu se revirer puis ramasser la mouche, ouais, là. Fait ouais, que, ouais. tu sais, j'ai quand même lancé 2-3 pieds en avant d'elle. Puis j'ai attendu le bon timing pour stripper la mouche. Puis que ça rentre dans son champ de vision, là. Exact. Ça, c'est une technique que les Américains ils appellent le drag and drop, si tu veux. C'est vraiment, en fait, souvent, ça permet. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très, très utile pour quelqu'un qui commence justement à la carpe. Parce que le problème, c'est qu'on pêche quand même avec des mouches plombées, puis on pêche souvent dans très peu d'eau. Donc, le problème, c'est que quand la mouche, elle atterrit dans l'eau, elle fait souvent pas mal de bruit. Donc, en fait, cette technique-là, comme tu le disais, c'est ça, ça te permet de lancer 2, 3, 4, même voire plus des fois, là, plus loin en fait que le poisson. Puis dès que ta mouche touche à l'eau, en fait, tu la fais draguer à la surface pour la revenir, en fait, puis la placer juste au-dessus du poisson. Puis là, à ce moment-là, tu la laisses tomber dans le fond. Mhm. Donc ça permet de diminuer beaucoup le bruit, puis ça permet aussi des fois de t'ajuster un petit peu si le poisson s'est déplacé, tout ça, tu es capable en ajustant, mettons, ta canne d'un bord ou de l'autre, là, de jouer sur ta présentation, puis de lui mettre vraiment dans la face, là. Parce que ce que tu dis, c'est que si la mouche est dans le fond de l'eau, est-ce que la carpe le voit pareil? Il faut vraiment qu'elle soit à la hauteur de ses yeux pour qu'il détecte Ah, elle la va, mouche? elle va le voir quand même dans le fond, ouais, ouais, sans problème. OK, OK. Sans problème. Mais après, des fois, juste un petit tiré pour tu sais, faire un petit mouvement dans le fond, ça va vraiment attirer son attention. OK. Puis souvent, c'est ça qui est décisif, là. C'est vraiment ça qui est décisif, puis c'est comme, c'est là, là. Ça se passe là, puis des fois, on arrive dessus, puis c'est vite, puis il faut comme, faut pas que tu manques ta shot, mais c'est ça qui est tellement un défi, puis c'est tellement satisfaisant aussi. Fait que là, on a une bébé idée de comment qu'on peut essayer d'attraper une carpe. Tu prends quoi comme équipement pour pêcher ça? Moi, tu vois, j'utilise beaucoup une 9 pieds numéro 8. Je te dirais, c'est vraiment une belle, belle taille. Donc, généralement, un équipement en saumon, en fait, c'est parfait pour ça. Ce que ça prend, c'est quand même pas mal de backing. Surtout si quelqu'un, mettons, pêche du bord, puis que c'est des endroits où le poisson peut aller loin. 150 mètres de backing, honnêtement, c'est pas superflu. Si vous avez du gros poisson, c'est très, très, très fort comme poisson. Wow. Un bon frein aussi, quand même. Donc, un frein qui est quand même assez progressif, puis de bonne qualité. Mais donc vraiment, en fait, dès qu'on a un équipement, par exemple, type saumon, là, ça peut être parfait. Ça peut être vraiment. Puis le 9 pieds numéro 8, moi je trouve que c'est ce qui est le plus polyvalent. On pourrait descendre pas mal dès qu'on. Par exemple, il y en a qui le pêchent même des fois en 5, en 6 sur des petits poissons. Quand je dis petits poissons, mettons, c'est autour d'une dizaine de livres. Mais par exemple, sur le fleuve, c'est qu'on peut prendre aussi bien quelques livres que plus de 30 livres.
Donc la 9 pieds numéro 8, moi je trouve c'est un bon compromis. Puis même des fois, honnêtement, moi il faudrait que je pêche plus des fois en 9. Puis le problème que Pour avoir j'ai un peu vu, plus de. le problème que j'ai vu au niveau de l'équipement, c'est que il faut que tu sois capable de la contrôler un peu parce que c'est sale là, autour. Quand tu apprends, elle peut Ouais, aller dans les algues facilement, se prendre partout. Fait qu'il faut quand même que tu aies un certain contrôle ouais, exact. de l'endroit où est-ce que tu veux la diriger. Là. Fait qu'avec une numéro 5, ça peut être du sport. Là. Ben non, c'est sûr. Tu sais, numéro 5, tu vas vraiment garder ça pour des endroits où d'une, il n'y a pas d'obstacle autour. Tu sais, que ton poisson peut partir, puis que tu sais, c'est vraiment, vraiment clean autour. Puis, tu sais, comme on disait, vraiment sur du petit poisson, là. C'est sûr que même un poisson de 6-7 livres, là, sur une 8, tu as déjà beaucoup, beaucoup de fun. Ouais, c'est ça que la deuxième que j'ai prise, c'était sur à peu près 10 livres, puis je me suis fait péter la gueule, pas pire. Ouais, non, c'est ça. Non, mais tu sais, puis c'est juste essayer de vous mettre en situation, là, on a pêché ça dans des herbiers, là, comme 3 pieds de haut, peut-être. Là, la carpe, là, ça, c'est vicieux un peu. Là. Aussitôt qu'elle se fait piquer, la première affaire qu'elle en ligne, c'est la première structure qui approche. Là. Ouais, Fait ah que, ouais, vraiment. là, moi, j'étais à la grosse vie, là, j'étais guidé, fait que là, je pique la carpe, puis là, elle s'en va dans les herbiers. Mais le problème, c'est qu'elle part, puis elle, c'est facile de faire son chemin au travers de ça. Fait que là, t'assois esprit dans tous les herbiers du monde. Là, Thomas, lui, ah ouais, elle a de l'eau jusqu'à la taille dans la boîte, à essayer de dépoigner ma soie. C'est bon, je l'ai encore. Les jambes d'insensu. Ah ouais, mon Tom. Ah, c'est drôle, des fois, ça m'est déjà arrivé d'en ramener une dans la cuisine comme ça. C'est détaché de ma jambe dans le salon. Ah ouais? Ouais, Ouais. ça fait des souvenirs, mais c'est sûr Ah, que ça fait des souvenirs. la vase, c'est un environnement propice pour ça. Mais ça ajoute beaucoup à la difficulté. On a parlé de la canne. Le bodling, c'était quoi qu'on prenait? Bah, tu vois, moi, je prends du 15 livres en fluorocarbone. Le fluorocarbone, honnêtement, est quand même très important. Oui, c'est quand même beaucoup plus dispendieux que du monofilament régulier, mais c'est tellement plus fin, tellement plus discret dès qu'on le prend dans de la bonne qualité que du nylon, que ça fait vraiment une grosse, grosse, grosse différence parce que c'est beaucoup plus transparent dans l'eau puis beaucoup plus fin. La carpe, c'est vraiment un poisson qui a une très, très, très bonne vue. On pense pas, là, mais je dirais, des fois, quand on la pêche dans des eaux très, très claires, moi, j'ai des fois beaucoup de refus, même avec du 12 livres en fluorocarbone, qui est l'équivalent d'un 6 livres peut-être dans le maximum. Un bodling Mais fuselé elle ou voit le bas de ligne. Elle voit vraiment le bas de ligne, ouais. Ouais, ouais. un bodling fuselé ou tout du même diamètre? Moi, je préfère toujours travailler avec un bad fuselé. Donc, des fois, je prends des bad par exemple, taper, là, que je coupe un petit peu, que je raccourcis à l'arrière, que je raccourcis à l'avant. Puis en fait, je me reconnecte un 3-4 pieds, mettons, de fluorocarbone en 15 livres, des fois 12. Sinon, des fois, je me fais des bad dégressifs aussi, là, avec différentes tailles de monofilament, là. Quelle sorte de nœud tu fais pour attacher ta mouche? Je fais un petit nœud bien classique. Attends, l'autre, c'est comment? Moi, les nœuds, honnêtement, je m'en souviens jamais des C'est noms. un nœud avec une loupe dans le fond? Ouais, exactement. Là, un En fait, non-slip monoloop, quelque chose comme ça. exactement. Ouais, c'est Ok, celui-là. cool. C'est Fait que ça donne celui-là. un... Ou sinon, c'est une sorte de perfection loop, en fait, qui te permet d'avoir ta mouche aussi dans une petite boucle. Mais les deux reviennent, en fait, au même principe. C'est une question d'action ou de ferrage? C'est plus une question ouais, d'action de la mouche qui est quand même un petit peu meilleure. Ça lui donne plus de Ok, liberté, là, elle nage un petit peu mieux. cool. Ah, c'est quand même relativement technique. Puis ça, fait que là, on a ça. Fait que là, des mouches, tantôt, t'en as mentionné, ça prend des insectes, ça prend des écrevisses, ça prend tout ça. Ouais, après, les mouches, des fois, elles peuvent être quand même assez difficiles. Puis vraiment, moi, des fois, j'essaie 4, 5, 6 mouches, ça marche pas. Donc, dès que j'ai 3, 4 refus d'affilée un petit peu, en général, j'essaye autre chose jusqu'à temps que je trouve des fois la couleur qui marche un peu dans les journées, là. C'est sûr que maintenant, avec le fil des années, il y a toujours 2, 3 mouches qui marchent quasiment tout le temps. Donc, souvent, c'est avec ça que je pêche. Puis, à chaque année, j'essaie de me faire des petites variantes. Moi, je reste vraiment dans des couleurs assez naturelles. Le olive, le brun, le noir à la limite un petit peu des fois en début de saison, mais jamais mettons de couleur fluo. J'ai trouvé que ça les effrayait plus qu'autre chose. Après, c'est sûr que ce qu'il faut jouer, il faut quand même que la mouche se voie dans l'eau. Donc si on a, je dis mettons par exemple la rivière Yamaska qui est quand même très bonne pour la carpe, il n'y a pas beaucoup des fois de visibilité, l'eau peut être très sale. Si vous ne voyez pas dans 6 pouces d'eau, allez pas mettre une mouche olive, vous la verrez pas, puis la carpe la verra pas non plus. Mhm. Donc des fois, bah, le noir à ce moment-là va se voir un petit peu plus. On peut mettre des fois du jaune, des couleurs un peu plus voyantes, mais il faut rester dans des couleurs quand même assez naturelles quand même. Est-ce que tu joues beaucoup avec le poids de tes mouches pour un même patron donné? Ouais, énormément.
Ça, je pense que c'est vraiment le secret en fait à la carpe, c'est d'arriver à trouver la bonne densité de mouche. Donc d'avoir, comme tu disais, des fois deux, trois densités pour la même mouche, puis s'adapter en fonction de la profondeur. Puis de la façon en fait dont va la présenter aussi va varier un petit peu, là, mais souvent ça va être la profondeur qui va dicter si on y va plus avec juste une mouche à peine plombée ou on y va des fois carrément avec un petit dumbbell en plomb aussi, là. Ok. Ouais, je me souviens avec toi, je l'avais essayé. Puis, tu sais, c'est quand elle était trop plombée, là, ta mouche, elle descend, mais elle descend trop vite. Fait que ça te laisse pas le temps de t'ajuster. Tu sais, elle cale direct dans le fond. Puis toi, t'as pas eu le temps de la placer directement où est-ce qu'il fallait. Donc là, tu essaies de changer Exact. de mouche, mais en même temps, tu changes de profondeur en te déplaçant. Donc ça demande quand même quelque chose d'assez technique. Pêche à gué, ça se fait en bateau. Nous, on était en kayak. Est-ce que ça se fait avec d'autres types d'embarcations? Ben oui, tu sais, c'est sûr que le kayak, ce qui est le fun, c'est que c'est petit, c'est très discret, tu passes dans les herbiers comme tu veux, donc tu sais, c'est quand même très, très bon. Après, bah, regarde, il y a des gars qui le pêchent carrément avec des flatboats, là, les bateaux, des petits skiffs, en fait, comme on voit dans le sud pour le tarpon, le bonefish, tout ça. Donc non, c'est sûr qu'un bateau, ça peut être très bon, mais il faut être capable d'aller dans des fois assez peu profonds, puis surtout d'être très discret. Donc si on y va en bateau, l'idéal c'est ben, un moteur électrique qui fait vraiment pas beaucoup de bruit, ou idéalement c'est vraiment une pôle en carbone, là, pour être capable de pousser dans le fond, puis avec une grande perche, un petit peu comme vous faites, mettons, au saumon, là, pour vous déplacer dans le fond des rivières, là. C'est ça que t'avais, une pôle en carbone quand on était? Ouais, ouais, ouais. Moi, j'avais une petite pôle de 12 pieds. Puis là, tu vois, vu que je suis en train de regarder pour un bateau, bah, ça risque d'être une pôle, mais d'une vingtaine de pieds, là. Mhm. 20 pieds de pôle, ça commence à être bon. Quand j'étais au savon, j'ai 12 pieds moi aussi. Puis 20 Ouais. pieds de pôle, ça prend de la place, hein. Puis, Ouais, mais t'es pas mal plus haut sur un bateau. Avec la plateforme à l'arrière, t'es beaucoup plus haut. Donc, ça te prend quand même une certaine longueur aussi, ouais. ok, c'est ce genre de bateau-là que tu regardes. Ça, c'est hot. Ça Ah va te ouais, ouais. donner, ça va vraiment t'améliorer. En plus, là, de pouvoir avoir la plateforme, on voit vraiment mieux, là. Ça paraît le 2 pieds et demi que tu vas chercher, là. C'est Ça fait fou. toute la différence, sa vision, là. Ouais, non, c'est Euh, complètement fou. On n'a pas parlé on n'a pas parlé de soie, Thomas. Ça m'intéresse de savoir quel type de soie que tu utilises pour la carpe. La soie, honnêtement, je dirais, ce qui est le plus important, c'est d'arriver à trouver une soie avec laquelle vous soyez à l'aise de lancer, mettons, à courte et moyenne distance, puis d'être précis avec ça. Ok. Parce que, bon, on essaie d'oublier quand même les soies trop pesantes, mettons, style soie brochet, là, qui n'ont pas vraiment une belle présentation, qui sont pas faites du tout pour ça. Mais sinon, à peu près n'importe quelle soie peut faire la job, honnêtement. Ok. Mais Ok. c'est ça, c'est d'arriver à trouver une soie qui peut, avec lequel on arrive à être précis quand même, c'est ça, entre 10 puis 30, 40 pieds maximum, là. On dit, On va jamais lancer, mettons, à plus que 50 pieds, c'est impossible à la carpe, là. on dit Ça donne souvent pas que la grand-chose. soie, on dit souvent que la couleur de la soie n'a pas d'importance. Est-ce qu'à la carpe, c'est aussi vrai? Ben, on dit que ça n'a pas d'importance pour la pêche nécessairement, mais est-ce que pour le pêcheur, tu t'aimerais plus une soie qui est plus visible pour pas la perdre des yeux ou ça change pas grand-chose pour toi? Moi, je pense que c'est peut-être un petit peu mieux. C'est sûr que pour la discrétion, c'est peut-être pas l'idéal, mais je pense pas que ça ait vraiment une réelle influence sur les poissons. Honnêtement, je pense qu'une soie qu'on voit comme assez bien, ça peut aider parce qu'on va voir la pointe de sa soie. Ok. Un petit peu le même principe que dans le sud, c'est que si tu vois plus la pointe de ta soie, des fois, il suffit que tu pêches un petit peu plus loin ou que tu n'as juste pas vu la carpe prendre ta mouche. Des fois, juste la pointe de la soie qui se déplace, ça peut quand même t'indiquer qu'il y a un poisson qui l'est pris, puis une touche que tu n'as pas réussi, mettons, à voir. Donc ça peut te permettre de détecter quand même des affaires en plus. Fait que ce que tu dis, c'est que les touches, quand que la carpe a mort, tu le ressens pas directement sur la soie. Faut toujours que tu sois attentif à où est-ce que ta mouche est, puis du comportement de la carpe, là, j'imagine. Ouais, exactement. Exactement. En général, tu les vois engamer ta mouche, puis si tu le vois pas, le problème c'est que tu sais, tu peux pas tant tirer, mettons, stripper, puis tu sais, tu vas pas sentir un gros toc là. Souvent c'est déjà trop tard. Si tu sens un petit toc, puis que tu hésites à ferrer, elle l'aura déjà recraché. Donc ça prend, souvent, faut être capable d'analyser un petit peu, puis des fois, bah, quand tu les vois pas, tu vois pas ta mouche, c'est un peu au feeling. Donc tu ferres quand tu penses qu'elle l'a prise. Ah, tu dois pogner de l'expérience avec ça parce que, juste donner une idée, là, deux. Euh, on était deux sur le kayak. Et nous autres, la manière qu'on marchait, c'est que, mettons, quand moi j'étais avec Thomas à deux, Raph, il était à côté sur le Ouais, kayak simple.
Mais quand tu étais sur le kayak simple, là, fallait que tu te paguais toi-même. Là, tu essaies de t'arrêter, voir la carte, tu essaies de lancer, puis là, faut pas que tu bouges vite parce qu'aussitôt, moi, souvent, je déposais ma rame, puis en me penchant pour déposer la rame, j'avais fait un mouvement qu'il aimait pas. Là, ça en allait. Ouais. Quand Thomas, il les voyait de plus loin, je sais pas comment, il a des yeux bizarres, lui, là, il les voyait plus loin tout le temps. Puis il arrêtait, puis là, toi, t'arrêtes avec la pôle. Là, ça nous donne une chance de la pogner, là. Exact. Mais quand que le canot, tu essaies de le breaker, mais il y a un petit vent, puis là, le vent, il te pousse sa carte, puis là, t'as plus d'espace pour lancer, puis elle est partie, t'es comme, ah, on recommence. OK, prise, c'est reparti Ouais, non, pour un autre round. c'est sûr que l'approche, mettons quelqu'un qui voudrait le commencer, là, que ce soit en bateau, ça peut être quand même des fois un peu plus facile parce que tu sais, il faudrait arriver à avancer vraiment doucement, là. Puis te placer sur des poissons que tu vois des fois d'assez loin. Parce que si tu les vois au dernier moment avec un bateau, tu es tellement pas discret que les chances que ça marche soient beaucoup plus difficiles, là. Mais non, le kayak, c'est vrai que la grosse difficulté quand tu es tout seul, c'est comme tu dis, c'est dès que tu vois le poisson, suffit que tu aies moindrement du vent. Souvent, il va te pousser vers le poisson. Donc, il faut que tu arrives à gérer la dérive tout en étant extrêmement discret, tout ça, pas faire tomber ta rame sur le fond de ton kayak, tout ça. Donc, non, ça peut être pas facile du tout. Ouais, effectivement. Puis, moi, j'ai pêché en paddle cet été, la carpe. Puis Ouais. c'était vraiment un défi, là. C'est le défi de l'approche, le défi de, comme Luc il disait, c'est de déposer ta pôle sans faire de bruit ou ancrer ton paddle sans faire de bruit. Puis souvent, j'ancrais mon paddle, je me virais à la tête, puis la carpe, je l'avais perdue de vue ou elle était partie, elle Ouais. avait eu peur. Fait que c'est vraiment un défi au niveau de l'approche. Et moi, je suis curieux de... Je sais que tu as de l'expérience dans la pêche dans le sud, bonefish, snook, que je pense que tu pêches aussi, tarpon. Est-ce que tu peux faire un parallèle entre la carpe puis la pêche dans le sud? Bah, je te dirais, c'est très très proche, honnêtement, de la pêche du bonefish ou du permit. Ok. C'est vraiment deux pêches qui se comparent beaucoup. La carpe, honnêtement, il y a beaucoup de place aux États-Unis, par exemple, des fois dans le Midwest, tout ça, ils ont énormément de grands lacs de barrage où les gars ils pêchent vraiment du bord en wading, puis ils pêchent des poissons qui taillent comme tu pêcherais vraiment des bonefish. C'est Exactement intéressant. pareil. Donc la grande majorité des pêcheurs vont pêcher plus même du bord que en bateau ou en kayak. Des fois, on cherche une façon de se pratiquer avant d'aller dans le sud, mais la carpe, ça peut être parfait. Ah, c'est une excellente pratique pour le sud, ouais, exactement. Ça, Cool. ça Vraiment. ressemble ça ressemble beaucoup. Nous, on a réussi à en prendre deux. Toi, mettons là, que c'était une bonne journée, là. Tu vas pêcher, là, puis ça va bien aujourd'hui, là. Hmm. T'en prends-tu plusieurs ou ça arrive-tu? Je me suis toujours arrêté à 10, mais je te dis, j'ai jamais passé les 10, mais parce que en fait, à chaque fois, tu vois, par exemple, j'ai guidé quelqu'un cette année, puis on a trouvé un spot de malade, là. C'était hallucinant la densité de carpe qu'il y avait, puis tu sais, c'était comme parfait. C'était des zones assez dégagées. Il y avait tellement de poissons que l'eau était quand même un peu plus trouble aussi. Ça fouillait beaucoup. Donc elle nous voyait, on était capable de les approcher beaucoup plus facilement aussi. Donc bref, tout était là pour faire vraiment un grand nombre de poissons. Puis tu vois, on en a fait 15 dans la journée. Puis lui, c'était la première fois qu'il pêchait quasiment la carpe à la mouche. Mais tu sais, on dirait que moi, mettons, prendre 15-20 poissons, ça m'intéresse pas. En général, j'en prends 3-4. Tu sais, je m'amuse des fois, j'en prends une petite pour commencer la journée, là. Mais ce qui est vraiment le fun de la carpe, c'est que tu choisis ton poisson. Donc, Hmm. puis quand on a beaucoup sur les spots, tu peux te permettre d'être sélectif. Puis tu te dis, bon, celle-là elle fait 15 livres, c'est trop petit, je pêche pas ça, je perdrai pas 15 minutes. Tu sais, c'est difficile à dire, là, à comprendre quelqu'un pour quelqu'un qui a jamais pêché ça, mais on dirait, moi dans mon optique, j'essaie toujours d'aller chercher la plus grosse. C'est cave, mais on dirait, j'aime ça, c'est comme un petit défi personnel. Puis à chaque fois que j'envoie des fois d'une petite, tu sais, t'envoies une belle de 15 livres, bah tu te dis, regarde, elle est dans les herbes, ça va être un 20 minutes que je vais mettre à sortir ce poisson-là. Non, je le prends pas ce temps-là, je vais aller chercher la grosse un peu plus loin. Puis tu sais, souvent ça rate, puis des fois tu fais beaucoup moins de poissons. Mais je sais pas, moi c'est le petit charme, je trouve, de la carpe, là. Tu choisis tes poissons, tu choisis, mettons, ah bah elle est comme bien dégagée, elle est pas dans les herbes justement, celle-là je la tente. Tu vois, c'est ça qui est la beauté un peu de cette pêche. Les grosses, sont-tu plus farouches? Sont-tu plus difficiles à prendre? Souvent, oui. Ok. Souvent elles sont solitaires aussi. C'est rare que tu en vois plusieurs. Donc, des fois, ça te donne une petite chance pour les approcher, mais c'est des poissons qui sont pas souvent sur les zones vraiment pas profondes.
ça prend vraiment des niveaux d'eau vraiment optimales. Puis souvent, elles ne restent pas très longtemps sur ces zones-là. Donc les grosses, tu les croises pas si souvent sur des flats pêchables en fait à la mouche. Et puis non, elles ont des bons yeux. Elles te voient y arriver, puis elles sont quand même plus méfiantes, là. C'est des poissons qui ont quand même du vécu, là, qui sont assez vieux, là. Ouais, ce qui arrive aussi, c'est que, tu sais, admettons, il y a des carpes dans le secteur. Si tu prends celle de 10 livres, puis elle part dans les herbiers, puis elle fait tout bouger, ben peut-être que celle de 30 livres, 10 pieds plus loin, et puis là, tout C'est est à exactement, recommencer. c'est exactement ça. Tu sais, c'est le fait de choisir tes poissons, ben, en fait, c'est souvent un petit peu le secret, là. Les gars qui pêchent beaucoup, beaucoup la carpe, puis ils disent, ouais, vous prenez des poissons de plus de 20 livres. Ouais, mais arrête de caster sur les poissons de 10, 15 livres. Tu sais, c'est juste ça le gros secret, en fait, c'est d'arriver à se mettre dans la tête que oui, tu feras moins de poissons, mais la beauté de la carpe, c'est que tu peux vraiment choisir tes trophées. Alors que tu peux pas le faire, mettons, au brochet, au musky, au saumon, tu sais, tu choisis pas tant le poisson qui va mordre sur ta ligne, là, où c'est beaucoup plus dur, mettons. Alors que la carpe, tu peux vraiment la choisir. Chose certaine, si tu choisis tes mosquits, dis-moi ton truc. Puis, Ouais, non, ça, j'y arrive pas encore, là. Je suis loin ça, c'est d'être... cool. Euh, Est-ce qu'on parle de carpe? Il y a plusieurs espèces de carpe. Au niveau de la pêche sportive, est-ce qu'il y a juste la. Est-ce que tu sais c'est quelle sorte de carpe? Moi, une carpe, c'est une carpe. Ben, Là, en mais... fait, d'où celle qu'on a, ce qu'au Québec, souvent, qui est appelé les carpes allemandes, là. C'est de la carpe, en fait, de la carpe commune. Il y a un petit peu de carpe miroir au Québec, mais ça, c'est vraiment la carpe, en fait, qui vient d'Europe, là. C'est pas du tout l'espèce, en fait, qui est envahissante, qu'on a dans le sud des États-Unis, puis qui est en train de remonter de partout, même dans les grands lacs. C'est vraiment pas du tout cette espèce-là. La carpe allemande, ça a été vraiment introduit il y a déjà très longtemps en Amérique du Nord, puis elle est quand même un peu maintenant répandue de partout, là. Mais c'est un poisson qui a pas mal trouvé son équilibre, mettons, dans les eaux, mettons, que ce soit au Québec ou ailleurs, là. Mais c'est un poisson qui est vraiment établi depuis très très longtemps. Alors que les carpes asiatiques qu'on va avoir, elles pourraient poser beaucoup beaucoup plus de problèmes, honnêtement, au Québec. Donc, il Si n'y a pas de jamais problème. ça arrive à se développer. Non, vraiment pas, là, vraiment pas. OK. Puis la carpe miroir, en as-tu déjà pris? Oui, j'en ai déjà pris quelques-unes, mais c'est ça, il y en a très 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 peu sur le fleuve. Puis il y a quelques endroits au Québec qui sont comme des secrets un peu bien gardés, là. Puis que si je dis ça sur le podcast, il y en a qui vont m'arracher la tête. Mais c'est ça, il y a quelques places au Québec où on en trouve beaucoup plus, mais qui sont quand même très 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 limitées. Mais ça commence à se développer de plus en plus sur le fleuve. Je trouve ça vraiment beau, une carpe miroir. Il faudrait que je mette des efforts là-dessus. Ouais. Puis, on commence à avoir fait un peu le tour, mais il y a un point que j'ai vraiment aimé de la carpe, que je pense que les pêcheurs vont apprécier aussi. C'est quelque chose que tu m'avais dit. C'est que plus l'eau était chaude, meilleur que c'était. Ouais. Donc, si on cherche un poisson, là, tu sais, des fois, là, moi, je pêchais le brochet à Sherbrooke, là, puis il est rendu début août, là, à 35 degrés, les sillons au fond, ça ne tente pas trop, c'est plus plate. La truite, c'est pas mal fini, l'eau est trop chaude dans ma région. La carpe, c'était toute qu'une alternative intéressante, là. Exact. Ouais, tu sais, c'est vraiment le poisson parfait pour aller pêcher pendant les grosses chaleurs parce que d'une, c'est un poisson qui est très résistant aussi. Tu sais, donc tu peux, mettons, il n'y aura pas de stress à faire un combat de 15 minutes parce que de toute façon, tu auras de la misère à sortir ça avant ça. Mais je veux dire, tu sais, c'est vraiment un poisson qui est résistant au manque d'oxygène, tout ça. Tu sais, va pas pêcher un saumon en pleine canicule ou même un musky dans les grosses chaleurs. Tu sais, tu as de bonnes chances de le tuer, c'est plate, mais tu sais, c'est pas pour ça qu'on va à la pêche, là, quand on fait de la remise à l'eau. C'est pas pour laisser repartir des poissons morts. Donc la carpe, c'est vraiment une espèce qui est pas dangereuse à pêcher du tout pendant les grosses chaleurs. Puis surtout, c'est pas mal dans les temps où elle est le plus active aussi. Bon, fait que ça peut devenir votre poisson d'été. Ouais, Ben, exact. parfait. Hey, c'est le top, tu peux pêcher ça en short. Puis, on va ramener des sangsues comme Thomas dans sa cuisine si vous faites ça, par exemple. Mais Ouais. ça, c'est cool. Il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas mentionné, c'est quand même le podcast Codal. Depuis cette année, tu vas commencer à donner des cours en tant qu'instructeur chez Codal. C'est Ouais. un nouveau défi, mais en fait, tu donnais déjà des cours Bah, auparavant. j'en donnais un petit peu pour la boutique. On en donne au printemps à chaque année. Puis tu sais, bah, c'est sûr qu'on est amené à montrer des trucs aussi aux clients à la boutique. Mais non, j'ai bien hâte de donner mes premiers cours avec l'équipe de Codal. Puis ça va être bien le fun. Une belle gang. Vous êtes une maudite belle gang.
Ah ouais, quand même. On tripe. Fait que là, tu vas travailler à la Midi Moucheur, tu vas guider, puis tu vas donner des cours. Euh, il devrait te rester du temps pour voir ta blonde des fois, peut-être, là. Ouais, ouais, Ouais. ouais. On verra. Elle est patiente. Ouais, patiente, il faut, parce que ça me fait capoter à chaque fois que je te suis, là. Tu dois être une des personnes que je connais qui parle le plus de pêche. Tu en parles à longueur de journée à job, le soir, tu mets des bouches Facebook, puis là, tu es en Ouais. podcast en fin de semaine, et tout le temps un vrai passionné. C'était super cool. Est-ce qu'il y a des points que tu aimerais rajouter pour la pêche à la carpe que tu dis ça serait intéressant que les gens le savent? Bah regarde, je pense que tu sais, c'est une pêche qui est beaucoup plus accessible, je pense, que ce que les gens pourraient penser, parce que l'avantage, c'est qu'il y en a de partout sur le fleuve. Mm. C'est vraiment une espèce qui est quand même très abondante. Il suffit juste de trouver les bonnes zones. D'ailleurs, je pense que ça, on n'a peut-être pas trop abordé, là. Mais c'est ça, tout ce qui est baie pas trop profonde avec des limites de courant, généralement, c'est des zones qui vont être très propices. Donc, ça peut se faire très très bien en wading. C'est de la Avec des waders, prospection. ou même l'été, moi justement, j'en mets plus, là, puis oui, il y a des sangsues, mais regarde, ça va pas te tuer. Donc, on peut se balader, puis trouver mettons, un pied, 2 pieds d'eau, des très très beaux poissons, là. Cool. C'est cool ça. Fait que, puis admettons que vous voulez faire comme moi puis pas travailler pendant 40 jours pour en prendre une, mais je dis 40, ça pourrait aller beaucoup plus vite que ça. Mais si vous voulez avoir les bons conseils et être vraiment bon, prendre une journée avec Thomas, comment on fait pour réserver une journée? Bah, juste de me contacter, mettons, sur la page Facebook, ma page pour mon guidage, qui est les Flats du Saint-Laurent, tout attaché. C'est mettons, la bonne place pour me contacter, sinon directement à la boutique aussi, là, à l'ami du moucheur. T'es quand même relativement facile à rejoindre, puis j'imagine que ça. Puis ça peut être la même chose, pas les flats du Saint-Laurent, mais on peut rejoindre Thomas aussi pour des cours de lancer à peu près de la même façon. Fait que merci, Ouais. c'était cool. Ça me donne un goût de pêcher à la carpe. Ouais. Bah oui, j'espère. C'est tough faire des podcasts de pêche, mais vraiment terrain l'hiver, là, ça fait mal, je trouve. Ouais, ça fait mal au. Oui. Ah bon, on va s'en sortir, Euh, c'est bientôt, là. Ça donne le goût. Yes, sir. Merci, Thomas. Puis on se voit bientôt. Parfait. Ciao. À bientôt, les gars.